Voilà, alors je vous présente Pilar Junier. Pilar Junier, c'est professeur à l'Université de Neuchâtel, comme je vous disais avant. Elle, c'est une experte de microbiologie. En particulier, c'est la présidente de la Swiss Society de Microbiology. Son laboratoire fait un travail où il étudie les rapports entre microbes et l'environnement. Mais il a, comme je disais, une grande expérience en microbiologie et va adresser votre question que vous pouvez proposer aujourd'hui. Alors, merci Pilar d'être ici aujourd'hui. Je laisse la parole à les élèves et je lance le microphone à la première personne qui veut démarrer les questions. Ouais. Avant de commencer, je suis colombienne, donc j'ai aussi un accent. Vous pouvez bien rigoler, ça me fait moi aussi rigoler. Mes enfants sont francophones, donc ils rigolent bien de moi à la maison, donc ça, c'est pas un problème. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à me redemander, s'il vous plaît. OK? Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, voilà. Voici les questions que vous voulez, on fait comme ça. OK. Alors, je voulais savoir comment on devient un microbiologiste ou une microbiologiste. Écoute, la microbiologie, en fait, je vais te donner mon expérience personnelle. Il y a deux façons de le faire. Tu peux faire vraiment ton bachelor en biologie et te spécialiser en microbiologie. Ou tu peux faire ton bachelor, par exemple, en médecine et après faire un peu la microbiologie médicale. Les deux chemins sont des fois interchangeables. Okay. Pour moi, j'ai beaucoup apprécié, je suis biologiste. En fait, ça c'est ma formation de base et j'ai une formation très large. Donc j'ai fait depuis les insectes jusqu'à les plantes supérieures. Et ça te donne une ouverture d'esprit. Donc moi j'apprécie beaucoup j'ai apprécié commencer par la biologie et je me suis spécialisée en microbiologie pendant mon doctorat. En fait, mon travail de master était dans les sujets de l'écologie microbienne déjà. Et j'ai fait la microbiologie, les branches de microbiologie plus pendant mon doctorat. Mais en général, tu peux partir de la biologie ou la médecine et il y a des chemins convergents. D'accord. Mais c'est chouette si tu deviens microbiologiste. C'est pour moi un des domaines les plus pertinents pour la société, les plus pertinents pour la vie. Et vous entendez maintenant de plus en plus les mots microbiome, l'importance du microbiotisme et la résistance aux antibiotiques. En fait, il y a tellement de domaines qui touchent la microbiologie que pour moi, c'est un des domaines du futur, en fait. Honnêtement, pas parce que je suis microbiologiste, c'est parce que j'ai lu tous les jours. Next. En quoi consiste votre travail? Vous faites quoi dans la vie de tous les jours? Enfin, quand vous allez au travail, vous faites quoi? En fait, là, c'est une question compliquée parce qu'il y a une différence dans mon travail actuel en tant que prof. Et maintenant, évidemment, mon travail principal, c'est enseigner. J'adore enseigner à l'Uni, donc je donne pas mal de cours. En fait, je suis un des profs les plus impliqués. Mais il consiste aussi à faire en parallèle la recherche. Et actuellement, je fais plus de manip parce que j'ai pas le temps. Mais mon travail de tous les jours consiste justement à créer des questions, développer ces questions, travailler avec des étudiants et analyser les résultats, analyser les données et pouvoir transmettre à la suite mes résultats à la société. Donc on les fait par exemple, ces publications scientifiques que vous avez vues, c'est un peu l'objectif aussi de ces brackets del journal, c'est vous montrer. Et on peut faire beaucoup de choses jolies au laboratoire, mais si on n'est pas capable de les envoyer à la suite à des gens pour qu'ils les lisent, ça ne sert à rien. Maintenant, ça c'est mon travail à moi, mais le travail de mes étudiants, en fait, il y a 2 minutes avant qu'on commence, il y avait un de mes étudiants de master qui venait me montrer une de ses expériences, à me dire, j'ai cette champignon ici, j'ai cette bactérie ici, j'aimerais faire ces combinations d'expériences, et il travaille avec les organismes au laboratoire. J'étais sur le terrain, comme je suis un microbiologiste environnemental, j'ai fait pas mal de terrain. Donc on était, par exemple, en 2014, j'étais enceinte, en 2011, pardon, j'étais enceinte de mon 12e enfant. Mais j'ai échantillonné le désert d'Atacama, différents endroits extrêmes pour chercher des bactéries extrêmes. Donc dans mon travail, entre guillemets, il n'a pas un quotidien, il a plutôt un travail complexe tout le long de la carrière qui va depuis obtenir des échantillons, les analyser au laboratoire, faire des analyses sur les résultats de laboratoire, écrire des publications, obtenir des fonds pour continuer la recherche
et faire des mentoring pour de nouveaux et nouvelles chercheurs, chercheuses, etc. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, C'est une question complexe en fait. Allez-y, les autres, vas-y. Prochain. J'ai une question. Comment on peut expliquer que les scientifiques ils se soient intéressés au microbiote humain? Enfin, qu'est-ce qui a fait qu'on se soit intéressé? Tu sais que ça, c'est en fait, comme Massimo vous a expliqué, j'ai jamais voulu travailler avec les humains. En fait, c'est pour ça que je suis pas médecin. En fait, quand je devais choisir entre la biologie et la médecine, je disais, je me sens très à l'aise à travailler avec des organismes vivants, sauf l'être humain. Et les médecins sont l'opposé. L'être humain est unique. Et on avait cette dichotomie, en fait. On avait les environnementalistes qui disaient, OK, voilà, tous les écosystèmes sont complexes. Dans un écosystème complexe, il a des bactéries, il a des champignons, il a des protistes, il a des virus, et on étudie tout dans son ensemble. Mais on avait, pendant beaucoup d'années, on avait ces recherches qui étaient cloisonnées à les milieux naturels. Et même à les plantes, des modèles animaux. Mais l'être humain, on le travaillait toujours comme si c'était quelque chose hors la biologie. Et en fait, c'est la convergence entre ces deux visions qu'on a mené la recherche en microbiote. Parce qu'on s'est rendu compte, en fait, l'être humain, ou n'importe quel organisme vivant, vit en association avec des autres êtres vivants. Les choses qu'on n'imaginait pas, c'était à quel point, en fait, ces organismes qui vivent avec nous, cette microbiote, est essentiel pour notre santé, notre développement, et l'immunité, la digestion, les aspects mentaux. Et donc, on n'imaginait pas la complexité que portaient tous ces organismes avaient sur nous. Et la recherche sur les solobiontes, en fait, avait commencé pas mal dans les années 90 avec des coraux. En fait, il y a eu beaucoup de recherches hyper intéressantes qui se sont faites sur les coraux, dans lesquelles on a, par exemple, se rendu compte que les coraux qui blanchissaient, en fait, le blanchissement des corails, pouvaient être causés par une dévalence des micro-organismes associés à eux. Et c'est là qu'en fait, on a commencé à faire des parallèles. Si tu te rends compte, quand on suit un traitement antibiotique, souvent le médecin vous dit qu'il faut prendre des probiotiques à la suite. On vous dit qu'il faut, en parallèle à l'antibiotique, il vous donne par exemple des biofleurons. Et tous ces sortes de parallèles, c'est la même chose qu'on observe dans les écosystèmes naturels. Et maintenant, moi, je travaille maintenant avec l'être humain. En fait, on a 2 projets associés à la médecine. Pourquoi? Parce que maintenant, on s'est rendu compte que l'être humain, c'est un écosystème comme n'importe quel autre. Et c'est un écosystème même assez extrême. Si vous avez parlé du désert d'Atacama, c'est un des endroits où je travaille beaucoup. Et en fait, la peau est autant extrême que le désert d'Atacama. Parce que c'est un milieu qui est hyper sèche, exposé à la radiation, et il a très peu de nutriments. Donc, des fois, on trouve des organismes, par exemple, qu'on pensait extrêmes, associés à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment réaliser que l'être humain, finalement, n'est pas autant différent que n'importe quel autre modèle d'écosystème qu'on peut étudier. Et c'est pour ça que les chercheurs s'intéressent de plus en plus. Ça reste quand même un paradoxe parce qu'en écologie, on a déjà accepté que les systèmes biologiques sont complexes et que tu n'as pas, vous avez vu, dans l'éditorial del Break-It, il y a un élément qui est très clair, c'est de dire comment on peut faire le lien entre la cause et l'effet. Qu'est-ce que c'est la cause, qu'est-ce que c'est l'effet? Chez l'être humain, on est très limité pour une chose, pour des questions éthiques. On ne peut pas nécessairement manipuler de façon consciente le microbiome des gens. On ne peut pas faire les études typiques qu'on fait en biologie dans lesquelles on a un groupe contrôle, un groupe traité. On ne les fait pas. Ou pas de cette façon-là. Et ça fait qu'effectivement, on doit aller, quand on travaille dans le microbiome humain, on doit piocher pas mal même d'informations qui viennent des systèmes modèles, qui viennent des autres écosystèmes pour pouvoir y comprendre. Mais c'est vraiment comprendre que ce système complexe et qu'on est un écosystème en fait. Chacun de vous, c'est un petit écosystème qui marche et qui est en train d'interagir avec l'écosystème d'à côté.
Donc, il y a certains qui sont la forêt tropicale, les autres, c'est plutôt des déserts. Mais c'est vraiment à des échelles différentes, mais la même chose. Merci. J'ai répondu à ta question? Oui, merci. Ok. Là, ça pourrait être intéressant de poser la question sur l'identité. Comme elle vient de dire, en fait, qu'on est chacun un milieu extrême. Est-ce que, vous vous rappelez, il y a une question là, sur l'identité. Est-ce qu'on peut utiliser plutôt le numéro 4? Ça pourrait être intéressant de poser la question maintenant. Enfin, oui. Je la pose? Ouais, Quelqu'un veut la ouais. poser? Une autre question. Comment est-ce qu'on peut identifier quelqu'un en analysant son microbiote? Et là, je dois admettre que pour moi, pour le moment, on n'est pas proche à ça, parce qu'il faut... Ok, je vais vous dire une chose. En fait, génétiquement, on est très similaires, on est la même espèce. Ouais? Et on a très peu de variations entre nous. Et ces peu de variations, souvent, se trouvent dans des parties de notre génome qui ne sont pas des parties très actives ou qui vont produire des protéines, etc. C'est une grande différence avec notre microbiome, dans lequel c'est clair que tous les jours, et ça dépend de quel type de microbiome on parle. Est-ce qu'on parle d'un microbiome du système gastro-intestinal, dans lequel, clairement, chaque fois que vous mangez quelque chose, vous consommez pas seulement ça que vous avez mangé, mais tous les organismes qui se trouvent autour. Une partie des organismes vont passer tout droit. Certains vont essayer de coloniser votre système, etc. Mais les choses qu'on a remarquées, c'est qu'en fait, à différence de nos gènes, qui nous permettent de dire on est des humains, les gènes et les organismes associés à nous, c'est le microbiome et ce microbiote, sont plus différents. Et c'est comme ça qu'on essaie de lier ça à l'identité. Par contre, en même temps, c'est des choses qui varient très rapidement dans le temps. Je pense que vous avez lu dans un des articles de Breakit, on parlait quand on est jeune, on a un certain type de microbiote. Et à fur et à mesure qu'on va vers le vieillissement, ou même dans certaines maladies, on a ces microbiotes qui deviennent de moins en moins diversifiés, de plus en plus simples. Hein. Mais ça se passe des fois dans les périodes. Il y a une étude très jolie qui a été faite avec des étudiants aux États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe quand ils partent de la maison? Ils vont habiter dans des dormitoires, dorms, je ne sais pas si on dit dormitoire ou maison. Dortoir, merci, dortoir des étudiants à l'université. Souvent, ils changent entièrement leur façon de manger, parce que c'est plus maman qui fait manger ou papa qui fait manger. Et là, il y a un changement assez massif. Donc, tu peux imaginer que si j'utilise le microbiome pour identifier quelqu'un, je dois quand même me rendre compte que c'est quelque chose qui est dynamique. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'utilise pas nécessairement, par exemple, dans des cas légaux. Et est-ce qu'on va identifier un assassin par son microbiome? Ouais, s'il a changé de façon de manger, ce n'est pas une très bonne idée. Donc, il nous donne cette identité, cette différence entre nous. On les observe même chez les jumeaux. En fait, tu as des jumeaux que des fois, il y a un qui a un surpoids et l'autre, il est maigre. Et quand on regarde génétiquement sur la même chose, quelle est la différence entre eux? Ce n'est pas leur gène, c'est plutôt leur microbiome. Et c'est ce sorte de liens qui nous permet de dire, OK, c'est hyper important pour déterminer qui nous sommes. Comment on est, on a une personne à sens unique. Merci. Mais c'est variable, c'est dynamique. Et c'est ça qui est aussi chouette. En sachant que c'est dynamique, on essaye de plus en plus de voir comment on peut améliorer notre santé, pas via la modification de nos gènes, mais peut-être la modification des associations avec ces organismes. Du coup, en fait, c'est quoi les influences du microbiote sur notre fonctionnement cérébral et inversement, est-ce que notre cerveau, justement, il peut influencer notre microbiote? Et comme je vous avais dit avant, en fait, on a beaucoup d'hypothèses, mais c'est difficile de mesurer les liens directs. On dit souvent que, je ne sais pas si vous connaissez cette expression en anglais, gut feeling. Ouais, c'est un peu comme je sens avec mon estomac que ça va bien marcher.
Et c'est une expression qu'au début, on pensait qu'il n'avait aucun sens, mais en fait, l'estomac, c'est un des deux organes qui se connectent directement au cerveau. Et c'est un des organes dans lesquels tu as un lien direct, vraiment. Et les choses qu'on a remarquées, c'est qu'il y a beaucoup de ces organismes, ces microbiomes qui produisent par exemple des hormones qui modifient la production de certains composants qui sont utilisés pour notre cerveau pour avoir une réaction. Et c'est pour ça aussi que notre microbiome peut affecter notre état d'esprit. Et dans les brackets, il parle d'un livre qui est hyper intéressant et qui est écrit par un étudiant de médecine, en fait. Elle n'est pas microbiologiste, Julia Sander. Et je l'ai lu, son livre. Et elle parle justement sur cette idée. J'essaie de regarder vite le nom du livre pour vous rappeler. Et je vais le trouver après. En fait, c'est hyper important de dire qu'effectivement, pour certaines des bactéries dans lesquelles on commence à comprendre les mécanismes, on voit par exemple qu'ils sont importantes à produire différents types d'hormones ou de neurotransmisseurs qui vont affecter le fonctionnement de notre cerveau. Et on a remarqué un lien assez intéressant, et ça je peux vous parler directement. Mon fils est allergique à beaucoup de choses. On a une période dans laquelle il était dépressif. C'était un enfant de 10 ans. C'était effrayant pour moi en tant que maman. On ne savait pas qu'il était en allergie. Quand il a changé de régime alimentaire, quand on a découvert ses allergies, tout de suite, il a eu un changement de son comportement. Et ça, évidemment, en tant que scientifique, j'aurais dû faire des expériences, mais en tant que maman, j'ai vu la différence. Et c'est là que je vois qu'effectivement, ce lien direct entre notre bon-être et l'état de santé de notre microbiome peut être important et influençable. Mais juste du coup, c'est dire qu'on peut, par exemple, je sais pas si ça sera possible, mais par exemple les allergies, si on change de comportement, elles vont pouvoir être, je sais pas comment dire, mais genre annulées entre guillemets. Enfin, je veux dire. En fait, c'est là qu'il y a le problème entre la cause et la raison, la cause et l'effet. Donc, est-ce que, par exemple, si je reviens à l'exemple de mon fils, est-ce que son état dépressif était la cause du fonctionnement anormal de son intestin, ou c'était l'inverse? C'était le fait que son intestin était tout le temps, et comme il avait ces allergies, il était tout le temps sur un état inflammatoire assez sévère. Est-ce que c'était ça qui causait son cerveau une sorte de shortcut? C'est ça le problème, est-ce que c'est un ou l'autre? Et c'est là qu'on ne peut pas, pour le moment, faire la différence, malheureusement. Donc, c'est difficile de savoir si c'est ton cerveau qui va déterminer ton microbiote ou ton microbiote qui va déterminer l'état de ton cerveau. Je pense que c'est cause-effet et on est encore loin de pouvoir il a identifié à 100%. Ok, merci. En fait, c'est une question plus pratique. Je pense pas qu'il y a vraiment une vraie réponse à ça, mais selon les recherches que vous avez effectuées et que dans le domaine scientifique ont été effectuées, qu'est-ce qu'on devrait manger pour optimiser notre fonctionnement et notre état d'esprit, pour pas être déprimé? En fait, il y a pas mal de recherches qui ont été faites récemment. Le problème, en fait, il y a différents, vous avez vu, il y a différents des éléments, on appelle des composants des fois probiotiques, prébiotiques, et il y a une troisième catégorie qui maintenant m'échappe. Et les choses qu'on considère de plus en plus, c'est le fait qu'on ne nourrisse pas assez bien notre microbiome, dans le sens que si on consomme des choses qui se dégradent, en fait, il faut réfléchir de nouveau à cette idée d'écosystème. Si vous regardez dans la bouche, qu'est-ce qui se passe? On mâchouille les choses, on a beaucoup de enzymes qui commencent à travailler. On a aussi un composant antimicrobien qui est hyper important dans la salive. Donc, d'où déjà en partie des bactéries qui se trouvent autour de la nourriture. À la suite, on passe à l'esophage, on déglutte, et on arrive à l'estomac. Notre estomac est hyper acide. Donc, vous savez, je pense que vous avez déjà étudié ça. Et cet estomac acide, qu'est-ce qu'il fait? Dans la plupart des cas, il va casser des choses très importantes, c'est les protéines, parce qu'on a besoin des aminoacides pour reconstruire notre système. À la suite de cet estomac acide, on va passer à un autre système, c'est les intestins. Les intestins sont plutôt de nouveau à pH neutral, mais ils sont anaérobiques. En fait, on a des gradients de nouveau
des gradients des conditions physico-chimiques. Le problème, c'est que si on mange que des choses qui se dégradent très rapidement, et notre microbiome a besoin aussi de manger. Donc souvent, on doit arriver vers la fin de l'intestin. Vous vous rappelez, c'est un organe quand même très long. Pour arriver jusqu'à la fin avec des choses de haute qualité, il faut qu'on mange des choses qui se dégradent à des vitesses différentes, des compositions différentes. C'est pour ça qu'on parle autant de fibres. Et hier, il y a eu une étude publiée pour les Lancet, en fait, dans laquelle ils ont justement remarqué qu'une chose qui nous manque énormément dans notre régime alimentaire, c'est les fruits secs et les fibres. Je pourrais à la suite envoyer à Massimo un lien assez joli sur cet article qui était publié dans les Lancet hier. Donc, clairement, il nous manque, dans notre régime actuel, entre guillemets, occidentalisé, il nous manque ajouter des choses qui ne sont pas cuites, parce que ça fait aussi que la dégradation devient plus lente. Donc, manger des légumes, mais pas seulement des légumes tout mûrs, des cafettes, en fait, quand on a surcuit les choses. Et manger beaucoup de fibres, beaucoup de composants, des produits qui contiennent des composants sulfurés sont très bons pour le microbiome. Comme Par quoi? exemple, les brocolis, les choux de Bruxelles, de préférence pas cuites non plus, de nouveau. Et tout ça va générer justement une diversité aussi des composants qui vont nourrir mieux et qui vont maintenir cette diversité. Parce que s'inviter, en fait, si vous faites une fête, un apéro, et vous savez qu'il y a des chips dans l'apéro, est-ce que vous pensez que tous vos amis de l'apéro vont être également contents de passer également longtemps? Aussi, par exemple, j'ai décidé de faire un apéro en crèche, il n'y a même que des vins. À mon avis, après 10 minutes que les enfants ils sont partis parce que c'est pas pour eux. Et c'est un peu cette analogie qui est importante, c'est que de la même façon qu'on parle de la diversité des organismes associés à nous, la diversité est une réponse de la diversité des conditions du milieu, mais des conditions aussi de ça qu'on les donne à manger. Donc, si vous avez un régime balancé, et c'est là qu'est intéressante cette idée de balancer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avec des composants d'origine différente, des taux de dégradation différents, des taux de sucre différents, des taux de gras différents. Il faut avoir de tout. C'est aussi ça qui est important. Hein? Il y a un truc qui veut le parler. Ouais. Vas-y. Juste par rapport au régime, est-ce que vous pensez qu'il y a certains régimes justement qui... déjà, si ça marche vraiment les régimes et si ça modifie justement vraiment notre corps? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce concept de médecine personnalisée. Est-ce que vous avez entendu parler de ce concept? Non, pas vraiment. Non? Et justement, ta question est très sérieuse, parce qu'on a remarqué, et justement, ça fait partie, c'est en lien avec la question que vous m'avez posée avant, de l'idée de personnalisation du microbiome, en fait, que finalement, on est tous des humains, mais on réagit tous de façon différente. On remarque qu'en particulier avec cette histoire de régime, c'est un des éléments les plus importants. Tu dois attendre Massimo? Non, je ne sais pas. C'est un des éléments les plus importants. En fait, tu as touché un des points les plus intéressants. Et il y a pas mal d'études. En fait, je connais les études qui étaient faites en Angleterre, dans lesquelles justement on a testé différents types de régimes. Dont, en fait, on a fait une expérience. On a pris à peu près 200 personnes qu'on a séparées aléatoirement dans des groupes. Et à chaque personne, en fait, à chaque groupe, on a assigné différents. Tous avaient comme objectif, par exemple, la perte de poids, la perte d'un surpoids. Et il était léger, on ne parlait pas des surpoids pondéral très larges. Ces 200 personnes étaient divisées en plusieurs groupes. À chaque groupe, on a assigné un type de régime particulier et un régime aussi physique différent. Et après, on a fait des analyses pendant à peu près 2 mois. Les personnes devaient se filmer aussi en mangeant, parce que c'est très difficile aussi quand tu parles avec quelqu'un. Ah oui, j'ai jamais clignoté, mais peut-être même de façon inconsciente, ils le font. Et à la suite de ça, ils ont réanalysé les données. Et en plus de ça, ils ont, pour le moment, en fait, cette étude s'arrêtait là. Ils ont analysé certains marqueurs de l'état physiologique de la personne, mais ils n'ont pas fait l'étude jusqu'au bout du microbiome, malheureusement.
Et là, ils ont remarqué que clairement, tu ne peux pas assigner le même régime à tout le monde. Pas tout le monde va réagir de la même façon. Et c'est assez intuitif, en fait. Si je vous dis ça maintenant, ça semble assez évident. Je pense, vous êtes d'accord. Parce qu'on réagit de toute façon pas tous à la même chose de la même façon. Et c'est là que, de plus en plus, on essaye, en fait, c'est une des questions que se pose maintenant, est-ce qu'on devrait analyser aussi le microbiome de la personne de la même façon que le médecin, quand tu vas chez le médecin, et te prend des sangs, et ton prise de sang, prise de tension, une prise de température, est-ce qu'il devrait te faire une prise de microbiome, entre guillemets, et est-ce que ça pourrait guider mieux les interventions thérapeutiques et en particulier les questions de poids? Parce que si vous regardez par exemple à quelle manière un des organismes qui était indiqué dans les briquettes en association avec le froid et la formation des graisses, soit des graisses de longue durée ou des graisses de courte durée, quand on observe ça dans des souris en surpoids et souris minces, on voit aussi qu'effectivement ça a une influence assez importante. Parce que finalement, les organismes qui vivent à l'intérieur de notre organisme, ils produisent des composants que nous, on utilise. Certains de ces composants sont très riches en énergie. Et si tu as un excès de ces organismes qui produisent ces composants, avec les mêmes quantités de calories consommées par deux personnes, la quantité d'énergie qui arrive chez toi est différente dans les deux cas. Ouais. Et c'est pour ça qu'on parle autant, en fait, c'est une des promesses, en fait, je pense que c'est un des domaines qui va se développer d'ici à les prochaines 20 années, c'est la médecine personnalisée dans laquelle on prend compte, en fait, justement, du microbiome et ses différences individuelles pour pouvoir faire des interventions thérapeutiques plus ciblées. Donc, il n'y a pas un régime magique pour tout le monde. Ça n'existe pas. Prochaine question. Bonjour. J'ai une question. Sachant que nos antibiotiques sont devenus de moins en moins efficaces, est-ce qu'il y a déjà des solutions envisagées pour ça? Là, tu touches aussi un des problèmes les plus importants et les plus graves de notre société actuelle. Non. La réponse est non. On recherche de plus en plus. En fait, c'est une des choses qu'avec Massimo on avait discuté. Et le problème des antibiotiques, c'est un problème qui n'est pas simple à résoudre pour plusieurs raisons. Et la première, c'est que pendant des années, on a fait une utilisation relativement inconsciente des antibiotiques et qu'on ne les utilise pas seulement dans le contexte médical. Ça, j'aimerais que vous soyez consciente. On utilise beaucoup des antibiotiques dans les contextes agriculturels. On les utilise, par exemple, si on fait des immenses poulaillers avec 1500 poules et on ne veut pas que tous ils meurent d'une chose, souvent on donne des antibiotiques comme probiotiques. Donc on utilise actuellement les antibiotiques dans des contextes qui ont généré une partie du problème. Ça, c'est une partie du problème. L'autre partie du problème, c'est que créer et découvrir un nouvel antibiotique est très difficile et très coûteux. Pourquoi? Parce que c'est pas, je ne sais pas si au laboratoire, à l'école, vous avez un autoclave. Est-ce que vous avez un autoclave? Non. Donc, souvent, quand on va nettoyer quelque chose, par exemple une bouteille, les choses que j'ai faites, c'est que je prends ma bouteille et je la mets dans une machine qui va chauffer à 120 degrés, mais avec une pression très élevée, 3 kPa de pression. Ça fait que les organismes vivants ici vont disparaître. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu es malade? Tu as un organisme vivant toi-même et il faut trouver un deuxième organisme vivant. Donc, ce n'est pas facile de faire mal à quelqu'un sans faire mal à la deuxième personne, à l'autre, à la personne qui a l'organisme à l'intérieur. Et c'est pour ça que trouver un bon antibiotique, un antibiotique qui fonctionne, qui est exclusif à les organismes qu'on veut attaquer et qui ne s'attaque pas, qui ne génère pas des effets secondaires, est difficile. Et ça prend beaucoup d'années de recherche. Le premier antibiotique, la pénicilline, elle était découverte dans les années 20, mais elle était commercialisée dans les années 45. Donc là, il y a 25 ans de recherche. Et ça coûte très cher. Et le problème pour les industries pharmaceutiques, c'est que ça coûte cher, mais en même temps, on ne peut pas les vendre. Parce que si on découvre un nouvel antibiotique, l'idée, ce n'est pas l'utiliser, c'est l'avoir en réserve. En cas que les antibiotiques qu'on utilise régulièrement ne fonctionnent pas. Parce que si on commence à l'utiliser trop,
clairement, les résistances à cet antibiotique vont apparaître aussi. Donc, d'un point de vue commercial, c'est un chaos pour les industries pharmaceutiques. C'est pour ça qu'ils ne les font plus, à peu près. Et ça génère le problème de qui va chercher les antibiotiques aujourd'hui, de nos jours. Et à cause de ça, il y a de plus en plus des initiatives dans lesquelles c'est les universités et les écoles qui sont invitées à participer à la découverte des antibiotiques avec Massimo Giusmont, et il est conscient que c'est une chose que je tiens au cœur. En fait, mon labo travaille sur des alternatives aux antibiotiques. Et une des choses qu'on aimerait faire, c'est faire partie d'une initiative mondiale qui s'appelle Tiny Earth, et dans laquelle l'idée c'est amener la recherche, la découverte des antibiotiques dans les classes, et ça veut dire les classes des écoles, des universités, et à la suite créer quelque chose qui n'est pas patentable, en fait, qui n'a pas de valeur commerciale, mais qui a une valeur sociale. Comme ça, la recherche bénéficie directement le public. En fait, le public la finance, mais le public se bénéficie directement. Mais c'est un problème hyper complexe. Actuellement, il n'y a pas d'alternative. Il a aussi des recherches, ça je pense, c'est des recherches, en tout cas je connais en Suisse, ils se font à Lausanne, il a une alternative, de la même façon qu'on a, je pense que vous connaissez la différence entre une bactérie et un virus, ouais? Ouais, vous savez tous la différence entre les deux choses, non? Donc vous savez que quand vous avez un rhume, vous avez plutôt un virus, mais quand vous avez une angine, c'est plutôt une bactérie. Et de la même façon, les bactéries aussi sont des virus à eux. Ça s'appelle des bactériophages dans ces cas-là. Et à l'époque dans laquelle on recherchait les antibiotiques, il y avait des groupes de recherche qui recherchaient aussi les bactériophages. Quand on a finalement mis sur le marché les antibiotiques, la recherche des phages s'éteint. Mais au vu du problème, il y a maintenant de nouveau des chercheurs qui étudient les phages. Et c'est une alternative, mais c'est une alternative qui ne va pas tout résoudre en fait, parce que les phages, on ne sait pas comment les faire, comment les administrer à la personne, on ne sait pas si on va les éliminer, si ça a des risques, etc. Donc il y a pas mal de recherches qui se font, les résultats sont loin d'être à disposition. C'est un problème majeur de la société actuellement. Aussi, j'ai une autre question. C'est quoi la différence entre prendre de la pénicilline qui a grandi dans son, disons, pain qui est moissé et de prendre une pénicilline qui est vendue dans la pharmacie? Moi, je suis microbiologiste, je travaille avec pénicillium, avec le champignon qui la produit. Je ne prendrai pas la pénicilline produite à la maison. Et quand tu as, en fait, les antibiotiques, c'est des composants qu'on dit métabolites secondaires. C'est des métabolites qui se produisent suite au métabolisme de l'organisme. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Quand un champignon produit de la pénicilline, il la produit pourquoi? Vous savez, je ne sais pas, vous connaissez Penicillium, le champignon qui produit de la pénicilline? Je suis sûre que vous les connaissez tous. Ouais. Une fois, vous avez vu, c'est les jolis oranges ou les clémentines qui sont en train de pourrir. Et on a le pénicillium, on les voit très bien avec ses conidies toutes vertes. C'est très joli comme un champignon. Elle est là, elle a produit la pénicilline pour éviter que quelqu'un vienne. Donc, pour être sûr que personne vienne, ils ne produisent pas que la pénicilline. Ils produisent toute une série de composants associés à la pénicilline. Donc, la pénicilline que tu prendrais de là, c'est qu'une fraction des choses que tu prendrais. Et beaucoup de choses qu'ils produisent, c'est des toxines. Et ces toxines sont aussi là. Donc, il ne faut pas prendre ce type de médicaments faits maison parce que ça contient pas seulement les composants actifs, ça contient justement tous les composants qui vont avoir un effet secondaire sur toi. Et c'est à cause de ça aussi que je vous avais dit, c'est pas autant facile de trouver un antibiotique qui est efficace. Il y a 20 000 choses qui peuvent tuer des bactéries. On les fait tous les jours au labo ici. On prend simplement des boîtes de pétri, on met des sols, on trouve 10 organismes différents qui produisent une chose qui peut tuer une autre bactérie, mais il peut nous tuer aussi à nous. Et c'est ça le problème. Donc, j'espère que tu n'as jamais fait l'expérience de prendre la pénicilline qui est produite à la maison. Ça ne se fait pas, honnêtement.
C'est la même chose. Faites attention quand vous avez, par exemple, une confiture qui est colonisée par un champignon. S'il vous plaît, ne la consommez pas. Et parce que les champignons, c'est des micro-organismes, on ne les voit pas. Donc peut-être vous éliminez la partie où vous les voyez, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas partout. Donc c'est important de savoir que c'est des organismes vivants qui ont l'intérêt de se faire la place, qui ont l'intérêt d'éviter qu'il y ait des autres organismes autour d'eux. Et pour faire ça, ils ont un arsenal chimique qui est très, très, très fort. Hein. En fait, là, simplement pour une anecdote, c'était le problème de la première personne qui était traitée avec la pénicilline. Et la première personne traitée, c'était quelqu'un qui était en train de mourir en Angleterre. Et quand l'on traitait, ils ne savaient pas assez des composants de la molécule purifiée. Et c'est à cause de ça qu'il est mort, en fait. Parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir suffisamment de la partie active de la molécule. Donc aussi, tu ne sais jamais, si tu prends ces choses que tu as produites toi-même, tu ne sais pas la concentration. Et toutes les choses dans cette planète peuvent être toxiques. En fait, je peux m'intoxiquer avec de l'eau. Je ne sais pas si vous saviez ça. Mais si vous prenez 8 litres d'eau d'un coup, c'est chaos aussi. Tout peut être toxique. Tout dépend de la dose. En fait, toutes les choses dans la vie, on doit choisir. Toutes c'est bon ou mauvais, ça dépend de la dose. Donc, s'il te plaît, fais pas ça. Et personne dans la classe, s'il vous plaît. Expliquez aussi à tout le monde autour de vous que ça ne se fait pas. Moi, je peux l'avoir. Merci. À ce propos, par rapport au fait de ne pas prendre de pénicilline faite maison, je me demandais, lorsqu'on fait par exemple fermenter des aliments comme des pickles ou comme ça, finalement, on utilise aussi des micro-organismes pour faire de la nourriture, pour faire de la choucroute, pour faire des cornichons et tout ça, et on peut le faire à la maison. Est-ce que ça comporte des risques ou pas? De nouveau, là, la question est, en fait, c'est une des meilleures façons, c'est une chose qui est assez marrante. Une des meilleures façons de conserver un aliment, c'est finalement le faire pourrir, entre guillemets. Ouais, parce que c'est ça qu'on fait avec la choucroute, avec le vin, avec la bière. En fait, d'une certaine façon, on modifie sa condition. Et ça dépend beaucoup d'avec quoi on part et les conditions sur lesquelles on les fait. Pour deux raisons. C'est que, par exemple, la viande, ou dans certaines... je connais très bien l'exemple de la viande et du miel. Et des fois, les conditions, en fait, pourquoi on fait la choucroute, on fait le vin, on fait la bière, souvent ça reste longtemps, c'est parce qu'on a modifié tellement le milieu qu'on l'a rendu extrême, entre guillemets. Par exemple, l'alcool, vous utilisez l'alcool tous les jours pour nettoyer les choses. Donc, les boissons alcoolisées, le fait d'avoir de l'alcool et un pH particulier fait que la plupart des organismes ne peuvent pas se développer et vivre. Le problème, c'est quand on fait ça de façon non contrôlée et on a modifié seulement partiellement les conditions et on n'a pas arrivé à ce niveau dans lequel il y a tellement d'alcool qu'il n'y a rien d'autre qui va pousser, on a un pH tellement élevé ou tellement bas, par exemple dans le cas de la choucroute, on va avoir un pH très acide. Si on n'arrive pas à ces conditions-là, on arrive à une zone grise dans laquelle certains pathogènes peuvent se développer. Donc il y a un certain risque et c'est pour ça que je pense... on a eu des fois des cas dans lesquels les gens consomment quelque chose qui sont eux-mêmes préparés et qui malheureusement étaient pas mal stockés ou mal préparés et qui produisent un problème alimentaire. Donc c'est le cas. C'est pas anodin dans ce sens-là. Et par contre, pour moi aussi c'est intéressant des fois de regarder historiquement. Je ne sais pas si vous saviez, mais dans le Moyen-Âge, les enfants, ils buvaient pas de la bière, mais ça qu'on appelle vide. Et c'est l'équivalent au moins alcoolisé de la bière. Pourquoi? Parce que l'eau était beaucoup plus sale que la bière. Et historiquement, c'était plus sain de prendre de la bière pour les enfants que là. Maintenant, ça nous semble à nous une aberration, mais c'est parce que justement, on a travaillé beaucoup. On rend cette composante-là compatible avec la consommation. Ouais.
Mais en fait, il y a énormément de produits que vous consommez tous les jours qui sont les résultats d'une activité microbienne, les fromages, les yogourts, les saucisses, les saucissons, la choucroute. Et c'est une connaissance traditionnelle, en fait, c'est grâce à ça que finalement on a pu diversifier aussi notre alimentation. Mon mari fait des fermentations à la maison et le jour qu'il est intoxiqué, je vais être hyper fâchée. et chaque fois je dis, je l'ai interdit de faire certaines choses justement parce que j'ai peur du botulisme. C'est un de ses problèmes en fait, qu'il a, il est grave. Et il a certaines choses qu'il a interdiction entière de goûter. Et quand il goûte, avant qu'il les donne aux enfants, j'attends 7-8 heures pour être sûr que ça se passe bien. Et qu'il ne va pas rendre la famille entière malade. Donc j'ai fait ça à la maison. En fait, j'ai fait des fermentations, mais justement, je l'ai fait en connaissance des risques. C'est important de s'informer aussi. Ouais, quand vous faites ces sortes de choses. Sur les antibiotiques, jamais. Là, ça pour moi, c'est niette. Il n'a aucun. Là, il n'a pas de son d'ombre. Donc, ça ne se fait pas. Donc, manger des yaourts, si on mange que ça, c'est mal, par exemple. Manger que des trucs fermentés. Imaginons que notre alimentation, elle est faite uniquement de choses fermentées. Que des yaourts, ou que je sais pas, du fromage, ou que des cornichons, je sais pas. C'est mal. De nouveau, on revient sur la question d'avant, en fait. Si vous voulez maintenir des organismes et diversifier, vous devez diversifier votre régime. Il faut aussi faire attention. Maintenant, beaucoup de fermentations sont industrielles. Donc, et en fait, par sécurité, beaucoup de ces composants, par exemple le yaourt, est pasteurisé. Ça veut dire quoi? En fait, les organismes qui ont produit le yaourt, on les a éliminés, on les a tués pour la conservation. Donc, c'est pour ça, souvent, en fait, moi, je suis aussi contre ça, mais ça, c'est une question personnelle. Je n'achète pas des produits bifidus et des choses comme ça. Pour moi, c'est une aberration parce que, justement, on utilise des micro-organismes pour produire des yogourts et à la suite, on les élimine, on les rajoute. Et pour moi, c'est une chose purement commerciale. Et l'important, de nouveau, c'est pouvoir, par exemple, n'oublier jamais que manger des choses sans cuire, c'est essentiel. En fait, vraiment, la salade, les carottes cuites, les carottes, n'importe quoi qui n'est pas cuite, contiennent en fait une valeur nutritionnelle additionnelle. C'est le fait qu'il va être très long à être dégradé et il est aussi recouvert de micro-organismes qui vont de nouveau osmoser votre système. Donc, mais il faudrait faire, en fait, il faudrait regarder, par exemple, là, je prendrais cas par cas. Est-ce qu'un yogourt fait de façon industrielle, il est pasteurisé? Si tu regardes, en fait, c'est une des grosses différences entre le marché des fromages européens et le marché des fromages américains. Les Américains sont tellement forts de tout, en fait, ils nettoient tellement tout. Pas vendre des fromages non pasteurisés avec des laits non pasteurisés. Et ici, beaucoup de fromages qu'on consomme en Suisse, le lait est thermisé, c'est différent. En fait, on la chauffe à une certaine température pour sélectionner les organismes qui restent vivants, mais on la nettoie pas. On la chauffe. Ça change la donnée. Et c'est pour ça que vous avez des arômes qui n'existaient pas sur des fromages pasteurisés, des goûts. En fait, vous savez la différence quand vous achetez quelque chose qui est tout emballé, prêt à manger, qui doit rester dans le frigo pendant 4 mois, ça n'a pas le même goût que quelque chose qui est fraîche. Hein? Et j'avais une autre question. Est-ce qu'un alcoolique, quelqu'un qui boit beaucoup, il aura un microbiote différent? Honnêtement, j'ai jamais vu un lien. En fait, j'ai jamais vu un article qui montre ça, qui montre un lien direct entre la prise d'alcool et la diminution de la diversité du microbiome. Et je pense qu'éthiquement, c'est différent, c'est difficile de faire, mais ça, c'est un bon sujet de recherche, par exemple. En fait, je ne sais pas si éthiquement, quelqu'un au comité éthique accepterait que tu vendes des souris alcooliques. Parce que la seule façon de faire ça, serait effectivement avoir une sorte de système de contrôle dans lequel tu as une souris, comme vous avez vu dans beaucoup de ces études, on utilise la souris comme modèle de l'être humain. Mais éthiquement, tu devrais les rendre alcooliques.
Et là, c'est une question plus éthique. Est-ce que pour savoir ça, ça vaut la peine d'accepter ce type de recherche? Et là, vous dépassez le domaine de la biologie, vous passez au domaine de l'éthique. En fait, on devrait présenter ça en panel d'éthique. Et ce panel d'éthique peut dire non. Ou on devrait convaincre beaucoup des alcooliques qui s'inscrivent, par exemple, dans un programme de recherche dans lequel on fait systématiquement des prises de leur microbiome et on analyse ça. Mais pour le moment, il n'y a aucun donné de mes connaissances qui fait ce lien. Ouais. Mais c'est un sujet intéressant, c'est un sujet très intéressant. Pardon. Dans les hôpitaux, on utilise beaucoup l'alcool pour désinfecter les bactéries, mais celles qui survivent, elles sont très résistantes et des fois on se contamine avec eux. Est-ce qu'il a, je sais pas, de solutions pour ça ou... On n'utilise pas que de l'alcool, en fait. Attention, en fait. C'est justement ça. Je pense que souvent, vous avez l'impression, vous avez regardé quand le médecin vient chez vous, il utilise ce composant qui s'appelle le stérilium, que c'est pas de l'alcool, déjà, pour se nettoyer les mains. Hein? Mais c'est pas la seule chose qu'on utilise. Hein. Donc, le problème plutôt des hôpitaux, c'est que, en même temps, tu as les gens qui sont aussi malades et qui viennent avec des maladies multiples. Tu ne peux pas nécessairement dire, OK, tu vas faire une chambre exclusivement pour les gens qui viennent avec les staphylocoques auréus. Une chambre pour les gens qui viennent avec ça. Et c'est ça, c'est le fait aussi de mélanger, de devoir mélanger les patients, d'avoir des conditions qui permettent à les patients d'être tous ensemble, qui créent ce système qu'il a plus des organismes résistants dans les hôpitaux. Ça s'appelle des maladies nosocomiales. Je ne sais pas si vous connaissez ces termes. Oui, vous avez parlé des maladies nosocomiales en classe? Ouais. Donc c'est vraiment, en fait, c'est pas seulement le problème du nettoyage, en fait, c'est un problème général du fait que tu dois finalement traiter des gens avec des choses très variées dans ce même endroit. Et vous avez vu, on respire. Maintenant que je suis en train de parler, de toutes les bactéries probablement que j'ai dans la bouche qui sont en train d'osmoser mon ordi. Et à la maison, l'endroit le plus sale, c'est pas les toilettes, je pense que vous avez vu, peut-être ça c'était même dans les journaux. Et l'endroit plus sale d'une maison, c'est pas les toilettes, c'est où on lave le sink. Maintenant, j'ai un blanc de nouveau. L'évier. Et donc, où on nettoie tout. Et de nouveau, c'est pas ça, c'est le fait de devoir être ensemble dans une condition. Des fois, on doit maintenir les fenêtres fermées, donc il n'y a pas un échange d'air, il n'y a pas un renouvellement des organismes dans l'air. Il y a beaucoup des instruments médicaux dans lesquels on peut former des biofilms, des organismes qui se collent à les parois et qu'on ne peut pas nettoyer même avec de l'éthanol, etc. C'est beaucoup plus complexe que simplement je nettoie l'éthanol et les organismes résistants à l'éthanol vont survivre. C'est beaucoup plus complexe que ça, dans ce cas-là. Hein? Mais je pense que tous les hôpitaux ils travaillent sur ça, en fait, et ils essayent de minimiser le plus possible ça. J'ai une question par rapport justement aux contaminations dans les hôpitaux. J'avais lu un papier qui parlait que les gens s'auto-contaminaient, que finalement on avait des bactéries très résistantes, par exemple dans nos voies respiratoires, dans le nez, et que les gens en fait ils se grattaient le nez, après ils se grattaient vers la plaie et ils s'auto-contaminaient. Vous en pensez quoi? Et de nouveau, je pense que c'est pas autant simple, hein, mais c'est clair que en fait, on a fait pas mal d'avancements sur l'hygiène et on comprend de plus en plus, en fait, justement, qu'on est tous, une grande partie de nous, on est des porteurs d'une grande partie de ces bactéries qui justement créent ces problèmes, par exemple, dans les plaies, ces staphylocoques, on les porte tous, on est des porteurs sains. Donc, c'est pas autant simple pour moi, en fait. Et souvent, c'est des bactéries qu'on appelle opportunistes. Et on les appelle opportunistes parce que justement, ils s'attaquent seulement quand ils ont les chances de réussir. Il y a certaines de ces bactéries qu'on sait très bien, par exemple, qui restent un peu silencieuses. En fait, c'est un peu comme
Je vais faire une analogie, j'espère que c'est politiquement correct. Et les gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes. Vous avez vu, la plupart de ces gens sont pacifiques, ils n'ont aucun problème et ils veulent vraiment qu'il y a quelque chose qui change. Et il y a 2-3 gilets jaunes qui sont terribles. Et des fois, dans les conditions, en fait, il va, ok, aujourd'hui, on est tous de mauvaise humeur. Si ces 3-là commencent à s'énerver, les autres 10 s'énervent et on détruit l'Arc de Triomphe. Ouais, vous avez vu que ce n'est pas nécessairement le fait d'avoir 2-3 qui sont mauvais, c'est dans les contextes. Et le problème, dans beaucoup de ces cas, c'est par exemple, si j'ai une plaie, déjà, j'ai les conditions idéales pour que cet organisme ait un certain avantage. Si je suis immunosupprimée, c'est un grand problème. Actuellement, comme on arrive de plus en plus à soigner des choses comme le VIH ou les cancers, on fait de plus en plus de transplants. Et le problème, c'est que tous ces gens-là, on doit les traiter pour que leur système immunitaire soit un peu démuni. Et ça, c'est ça qui génère un peu, entre guillemets, aussi le terrain parfait pour ces organismes de s'implanter. Quand on arrive à l'hôpital, je suis d'accord, on ne va pas à l'hôpital quand on est en parfaite santé. On est déjà affaibli. Et c'est là que ces organismes, que c'est des fois à nous-mêmes, ils disent, ah voilà, on va faire la fête. Ouais. Donc c'est vraiment ça. Pour moi, c'est pas autant simple en fait, parce qu'on fait ça tous les jours. En fait, je pense qu'on fait tout ça, on se nettoie pas les mains chaque fois qu'on se touche la tête avant d'aller manger. Et on ne devrait pas le faire, parce que sinon on n'aurait plus de microbiome dans la peau, et c'est très grave. Et je pense, on est conscient que pour moi, c'est plus l'effet d'avoir les conditions et le terrain propice pour que ça arrive. Et c'est associé au fait que probablement la personne son système immunitaire est déjà dans une réaction très faible, une capacité de réaction très faible. Encore une question peut-être? Ouais, Laurent, ouais. J'ai une question, mais c'est un peu plus politique, mais en relation avec la biologie. Disons que je suis en train de faire une recherche, mais mon recherche il rentre en conflit avec l'intérêt d'une compagnie. Est-ce qu'ils vont essayer de faire quelque chose pour ralentir ou interférer avec mon recherche? Et si c'est vrai, est-ce qu'il faut que j'agisse comment? Oui, je pense qu'il a eu des exemples déjà sur ce type d'informations. En fait, les premiers liens entre le tabac et le cancer datent d'avant les années 40. C'était même à l'époque, en fait, c'était une discussion qu'on a eue il n'y a pas longtemps ici. Le premier lien entre le cancer et le tabacisme était fait par les nazis, dans l'Allemagne nazie, en fait. Mais comme après la Deuxième Guerre mondiale, on a un peu... en fait, il a eu cette réaction contraire à les nazis. L'industrie du tabac, ils ont utilisé ça pour dire, vous avez vu, c'est eux qui ont fait cette recherche, c'est fausse. Et ça nous a pris beaucoup d'années de reprendre ce retard. Et quand on est chercheur, on doit, de nouveau, c'est un peu en relation avec la question de l'éthique. C'est une chose qui est hyper importante à tenir en compte. C'est pas seulement qu'est-ce qu'on fait, c'est pourquoi on le fait. Et on doit toujours, par exemple, moi je travaille avec Novartis. En fait, il y a un de nos travaux qui est financé par la fondation Novartis, pas par l'industrie. On doit dire, quand on envoie à publier nos résultats, on était financé par eux, mais ça n'a aucun conflit d'intérêt avec leur travail. En fait, déclarer ces conflits d'intérêt sont hyper importants. Et c'est pour ça, je pense, malheureusement, en fait, l'industrie produit beaucoup de résultats scientifiques qui ne vont jamais voir la lumière, parce que, malheureusement, ils ont des intérêts conflictuels. Hein? Mais c'est clair que, des fois, la recherche, ce n'est pas le monde parfait. Tu peux avoir aussi, en fait, ça n'allait autant à l'industrie. Tu peux avoir deux groupes de recherche qui sont dans des opinions différentes, ou on peut avoir des conflits d'intérêts aussi. Et ça arrive en fait. Je connais pas mal de cas dans lesquels les gens ils rejettent le papier de quelqu'un, pas parce qu'il a des raisons scientifiques, mais c'est parce que c'est mon compétiteur.
Donc l'éthique, la science, elle n'est pas le monde parfait dont tout le monde sait comment se comporter, tout le monde sait les règles des jeux et respecte ces règles. Pas du tout, malheureusement. La question 2, Ils sont pas vraiment parfaits. Pardon? Posez la question 7 là. Vous êtes vachement bien sur le. Ah, la 7. Est-ce que les raisons découvertes faites sur les propriétés du microbiote humain ont modifié le financement des recherches sur le sujet? Oui, bien sûr. En fait, c'est un peu dommage maintenant. Je trouve que ça peut avoir un effet nocif, c'est que maintenant, tout le monde met dans ses bourses, je vais étudier le microbiome. Mais ça veut dire tout et n'importe quoi. Et de nouveau, pour moi, autant que scientifique, j'ai étudié, en fait, je ne l'appelais pas le microbiome, parce que pour moi, c'était l'écologie point barre, en fait, c'est la communauté qui m'intéressait. Mais c'est clair que maintenant, on appelle ça un buzzword, c'est un mot qu'on doit mettre pour obtenir de l'argent. C'est un peu dommage, parce qu'en même temps, ça va créer beaucoup de attentes du public. En fait, vous-même, vous les vivez. Avec beaucoup de vos questions, c'était est-ce qu'on va trouver la solution, par exemple, pour les régimes? Est-ce qu'on va trouver ça? Oui, mais peut-être en 30 ans. Donc, on risque en même temps d'investir beaucoup d'argent sans que les questions scientifiques soient bonnes et qu'à la suite, le public se dégoûte parce qu'il ne voit pas le résultat. On veut tous des résultats immédiats. Et malheureusement, la recherche produisent pas de résultats immédiats. C'est souvent des travaux qu'on fait à long terme. C'est des choses qu'on essaye de construire avec le temps. Donc, oui, maintenant, beaucoup de gens mais je vais faire des microbiomes dans leur bourse pour obtenir plus d'argent. Et est-ce que ça va se traduire dans des résultats qui sont valables et qui vont permettre à la science d'avancer? Pour moi, ce n'est pas nécessairement dans tous les cas donné. Est-ce que vous avez encore une question? Quelqu'un? Non? Voilà, Simo. En fait, on arrive gentiment vers 11h, donc on va. Vous avez plus de questions? Non? En tout cas, merci beaucoup du temps que vous avez pris. C'est vraiment gentil. Ouais, moi j'aimerais bien terminer avec les remerciements. J'aimerais bien remercier le Fonds national suisse, section Agora, qui a rendu ça possible. J'aimerais bien aussi forcément remercier Pilar, qui a participé à cet webinaire qui était à mon avis très intéressant. Merci en tout cas. Et forcément, je veux remercier aussi vous, les élèves, Vincent Menou, pour avoir préparé cette question et cette discussion qui était encore une fois très intéressante à assister. Alors merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine, Pilar. Merci. Je pourrais aussi, en fait, je vous remercie aussi parce que c'était hyper intéressant. Et moi, j'adore faire ça. En fait, j'ai fait beaucoup de communication avec le public. Je trouve que des fois, les questions sont plus pertinentes que certaines des questions que j'ai entendues de mes collègues. Donc, c'est chouette. Ça me permet aussi de me mettre en question en tant que chercheuse. Et je me mets en question tous les jours à dire, est-ce que ça que j'ai fait, je l'ai fait aussi pour la société ou pas? Et ça, c'est une chose hyper importante pour moi, pour mon équipe. Mon équipe est très consciente de ça. C'est pour ça on adore faire ces liens avec le public. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette opportunité. À toi aussi, Massimo. C'était super chouette de participer. Et je vous invite, si vous avez encore des questions ou des choses, n'hésitez pas à me contacter. Parce que aussi, il faut savoir que en fait, les profs de Uni, ils sont des gens comme tout le monde. Et peut-être un peu moins des fois, mais pas toujours. Et avec plaisir, en fait, je m'engage à des discussions avec des gens. J'étais plusieurs fois avec des économistes, des gens de toutes sortes de backgrounds, parce que pour moi, c'est ça qui enrichit aussi la pensée scientifique. C'est pas seulement travailler avec les gens qui pensent comme nous, c'est surtout travailler aussi avec des gens qui ne pensent pas du tout comme nous. Ouais. Donc, si vous avez encore des questions ou des choses à me demander, n'hésitez pas. Okay, avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Bien dit. Merci beaucoup, Pilar. Merci à tout le monde. Merci. Merci, Massimo. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci.